Je vais vous raconter une histoire qui me tient beaucoup à cœur. L'affaire Véronèse. Un crime commis à Chambéry en 2012. Et elle me tient à cœur parce que j'en connais tous les protagonistes et que j'ai assisté au procès d'un bout à l'autre pour une émission de télévision. La force de cette histoire, c'est qu'on peut s'identifier très facilement aux protagonistes. Sur le thème « Et moi ?» est-ce que j'aurais pu le faire? À mes côtés pour ce récit, Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire se déroule au pied des Alpes, à Chambéry, en Savoie, mais elle débute très loin de Chambéry, à Carry-le-Rouet, dans la région de Marseille. Un après-midi d'avril 2012, un garde-chasse sillonne la garrigue et il tombe sur un cadavre. Un cadavre complètement cramé, planqué sous un tas de bois façon feu de camp. Un corps calciné dans la région, les gendarmes ont l'habitude. Et ben voilà, un barbecue de plus. Putain de région. Un barbecue, une spécialité marseillaise. Une technique locale employée par les truands pour se débarrasser des cadavres. On y met le feu. La suite se passe à la morgue, à l'Institut médico-légal de Marseille. Le légiste déplie lentement le corps. C'est un homme. Il n'a aucun papier sur lui. Écoutez, on va prendre son ADN, et puis on verra bien ce que ça donne au fichier. Hein. Il a été brûlé vif, docteur? Non. Aucune trace de suie dans les voies aériennes. Donc ça veut dire qu'il était déjà mort quand on a mis le feu. Des traces de bagarre, de lutte? Non. Non, en revanche, on lui a trouvé une balle de 9 mm dans la calebasse. Hein. Ah oui. Comme d'habitude, hein. Sans doute un trafiquant de drogue. Important. La balle a traversé le crâne de part en part, de gauche à droite et d'avant en arrière, sur une trajectoire qui est à peu près horizontale. Notez bien ça dans un coin de votre caboche parce que ça sera déterminant pour la suite. Donc on prélève son ADN et ça fait ding dans le fichier des empreintes génétiques. Bon, le type s'appelle Lionel Véronèse, 39 ans. Il est dans la machine pour une histoire de bagarre. Et la surprise, c'est qu'il n'est pas du coin, le gars. Mais alors, pas du tout, hein. Il habitait à Chambéry, en Savoie. Bon, d'accord. On va appeler les collègues de Chambéry, hein. Puis voilà. Et chez les gendarmes de Chambéry, Lionel Véronèse, ça fait tilt tout de suite. Car le matin de la découverte du cadavre, son neveu Julien est venu signaler sa disparition. Il est parti boire un coup, hier soir vers 22h au Morito. Je sais pas si vous connaissez. Il avait dit qu'il rentrait vers minuit. Et depuis, pas de nouvelles, quoi. Et le plus inquiétant, c'est que chez lui, on a retrouvé ses papiers et ses cartes de crédit. C'est pas normal, non? Et ça lui ressemble pas de disparaître comme ça. On est très inquiet. Avec raison, puisque le tonton est retrouvé le lendemain avec une balle de 9 mm dans la tête. Ce sont finalement les flics de Chambéry qui récupèrent l'affaire. Bon, qu'est-ce qu'on a sur le gars? Écoute, il est très connu dans le milieu de la nuit à Chambéry. On le voyait beaucoup dans les boîtes et les bars du coin. Genre beau gosse, tu vois. Hein, facile, quoi. Du genre qui emballe les gonzesses. Il faisait quoi dans la vie? C'était un ancien patron de bar. Depuis, il bossait de temps en temps comme agent de sécurité, mais pas vigile de supermarché. Hein. Il jouait plutôt les gardes du corps pour des personnalités à Courchevel, à Méribel et tout ça, tu vois le genre. D'après ce qu'on m'a dit, il a été le garde du corps de Paco Rabanne. Tu sais, le grand couturier, là, un peu maboule. Un peu? Énormément maboule, vous voulez dire. À part ça, j'ai la photo de Véronèse sous les yeux. Et je confirme, grand,
pectoraux flamboyants, biscotto en pleine forme. On n'a pas de mal à imaginer qu'il avait du succès avec les gonzesses. Est-ce que c'est pour sa bogossitude qu'il a été tué? Allez savoir. Alors que font les flics? Ils plongent dans le téléphone portable de Véronèse. Bon alors, on a un appel à 21h le soir de sa disparition. Un appel d'un certain Michael Boeuf, comme le bœuf. Bon, le gars est électricien, il a une petite entreprise ici à Chambéry. Ce que je te propose, c'est qu'on va le faire venir, hein? Et puis on va voir ce qu'il a dans le ventre. Ce qu'il a dans le ventre, c'est une histoire qui tient la route, hein? Mais pas longtemps. Ouais, je confirme. Lionel était un copain, et je l'ai appelé. Mais c'était pour annuler un rendez-vous que j'avais avec lui ce soir-là. J'étais trop naze. J'avais pas envie de sortir, quoi. Et vous avez fait quoi? Je suis resté chez moi, avec ma copine, Alexandra. Le problème, c'est que la copine Alexandra dit que quand elle s'est couchée à minuit, son petit copain Michael n'était pas dans le plumard. Et de toute façon, la localisation du portable de Michael Boeuf ne le situe pas du tout chez lui ce soir-là. Boeuf a menti. Et le voilà donc en garde à vue. Et les flics examinent son téléphone portable. Le soir de la disparition de Lionel Véronèse, il a passé 4 appels entre 22h40 et 22h44. 4 appels en 4 minutes. Et vous savez qui il a appelé? Philippe Perrier. Philippe Perrier... Tu veux dire le Philippe Perrier de la maison Perrier? Ouais, en personne. En Savoie, Philippe Perrier est connu comme le loup blanc. Il tient tout le marché de la bibine, ou presque. Et quand je parle de bibine, je ne parle pas de Perrier fine bulle. Depuis 6 générations, les Perrier livrent la plupart des bistrots et des restaurants de la région en alcool, y compris dans les stations de ski. Ce Philippe Perrier est un notable, et le voilà donc à son tour en garde à vue. Sa villa de Saint-Baldoff, la banlieue chic de Chambéry, est perquisitionnée. « Dites, monsieur Perrier, venez voir. C'est quoi ça ?» Dans le sous-sol, les policiers viennent de tomber sur des armes à feu. 8 au total, avec les munitions qui vont bien. Sauf qu'il a une autorisation pour ça. Il a une licence dans un stand de tir. Ok. Dites, messieurs, y a quelque chose que je veux vous dire. Oui, monsieur Perrier, on vous écoute. On a été cambriolés. Il y a quelques jours. Vous voyez, avec les gendarmes, ils sont au courant. Et qu'est-ce qu'on vous a volé, monsieur Perrier? 25 000 euros, hein, quand même, que j'avais dans un coffre au sous-sol, et puis 2 pistolets, que je détenais tout à fait régulièrement. Hein. Un Glock et un Smith & Wesson. Vous devez savoir que le Glock est un 9 mm, c'est-à-dire le calibre qui a traversé le crâne de Lionel Véronèse de part en part. Mais il y a un truc qui cloche dans ce cambriolage. La fenêtre. La fenêtre qui a été fracturée pour entrer dans la maison. Les bouts de verre sont à l'extérieur. Or, si vous donnez un grand coup dans une fenêtre de l'extérieur, les bouts de verre, logiquement, doivent être à l'intérieur. Et puis, comment le cambrioleur savait-il que la clé du coffre dans le sous-sol était planquée dans le placard de la cuisine? Comment? Toujours en garde à vue, Philippe Perrier finit par lâcher le morceau. Ce cambriolage était bidon, et il l'a compris le soir même. Je suis allé porter plainte à la gendarmerie, quoi. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé ma femme en larmes. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Tu me caches quelque chose? Et là, elle m'a tout balancé. C'est la clé de cette histoire. Nathalie Perrier raconte à son mari qu'elle a un amant, et que c'est son amant qui a cambriolé la maison. Et qui est cet amant, monsieur Perrier?
Ah ben c'était Lionel Véronèse. Ça alors, Véronèse, le beau gosse qu'on a retrouvé calciné, était l'amant de Madame Perrier. Il aurait cambriolé la maison de sa poule avec son assentiment. Monsieur Perrier, Lionel Véronèse a été retrouvé mort 5 jours après ce cambriolage. À votre connaissance, monsieur Perrier, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux événements? Oui. Oui, il y en a un. En fait, quand ma femme m'a raconté tout ça, moi je me suis dit, je vais récupérer mon pognon, quoi. Et les 2 armes. Et donc j'ai appelé un copain qui connaissait Véronèse. Moi je le connaissais que de vue. Hein. Et comment il s'appelait, ce copain? Michael Boeuf. Et vous l'avez appelé pourquoi? Ah, pour qu'il aille voir Véronèse, quoi, et qu'il rende l'argent. Puis voilà, quoi, ça a mal tourné, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais Michael l'a tué. Voilà. Ok. Mais il y a un truc qui reste en suspens. Comment le cadavre de Véronèse s'est-il retrouvé à Carry-le-Rouet, à 4 heures de voiture de Chambéry? Qui est allé le déposer là-bas? Qui l'a arrosé d'essence? Qui a mis le feu? Les flics ne sont pas au bout de leur surprise. Et vous non plus. Il y a un moyen de découvrir qui est allé d'un point A, Chambéry, à un point B, Carry-le-Rouet, où a été découvert le cadavre. Les caméras vidéo. Il y en a partout, et notamment dans les gares de péage et dans les stations essence. Alors c'est un peu laborieux, il faut explorer tous les itinéraires possibles, visionner des heures et des heures d'enregistrement. Mais dans cette affaire, c'est très payant. Regarde là. Ça, c'est la caméra vidéo d'une station-service de Mornas dans le Vaucluse. 5h43, regarde. Cette Polo Volkswagen ici. Tu reconnais le gars au volant? Ah bah oui. C'est Michael Boeuf. Et le type là, sur le siège passager. Tu le reconnais? Ah bah ça oui. C'est Philippe Perrier, putain. L'image est très nette. La preuve est indubitable. Philippe Perrier et Michael Boeuf se sont donc retrouvés la nuit qui suit la disparition de Lionel Véronèse dans une voiture en route vers le sud de la France. La Polo n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Elle appartient au père de la petite amie de Michael Boeuf. Oui, bonjour mademoiselle. Vous êtes Alexandra? La police judiciaire à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve actuellement la voiture de votre père, la Polo? La voiture? On l'a plus, la voiture. Elle avait un problème électrique, alors mon copain Michael s'en est occupé. Bon, il a dit qu'elle valait plus rien, que c'était une épave, et donc elle a été envoyée à la caisse. Je pense qu'elle a été détruite, hein. Zut! C'est pas de peau, ça. La voiture qui a servi à transporter le cadavre de Véronèse a été réduite à l'état de sculpture de César. On se résume? C'est une histoire compliquée, ça le mérite. Philippe Perrier découvre qu'il est cocu et que sa femme Nathalie couche avec Lionel Véronèse. Lequel Véronèse, avec la complicité de Nathalie, lui a piqué 25 000 balles. Il demande à son jeune ami Michael Boeuf d'aller voir Véronèse et de récupérer le pognon. Boeuf va voir Véronèse, ça dégénère et il le tue. Le problème, c'est qu'Alexandra, la petite amie de Michael Boeuf, vient raconter une histoire qui change le cours de cette histoire. Moi, d'après ce que je sais, hein, c'est elle, c'est Nathalie Perrier qui a demandé à Michael d'aller voir Lionel Véronèse. Avec elle. Il n'était pas tout seul, Michael, quand ils y sont allés. Nathalie, elle était là aussi. Hein. Mais ça change tout. Philippe Perrier a menti. Sa femme serait allée avec Michael Boeuf rencontrer Lionel Véronèse pour récupérer les 25 000 €. Placée en garde à vue, Nathalie Perrier finit par reconnaître qu'elle était du voyage.
Oui. Oui, ce soir-là, je suis allé voir Lionel avec Michael Boeuf. Et votre mari, madame, Philippe Perrier, il était avec vous? Non. Non, il y avait que Michael et moi. On voulait juste convaincre Lionel de rendre l'argent de nos maris, vous comprenez? Et qui a tué Lionel Véronèse, madame? Eh ben, Michael. On était tous les deux dans la voiture. On roulait. Michael lui a demandé de rendre l'argent. Le ton est monté. Michael a sorti l'arme qu'il avait cachée sous la cuisse. Et il a tiré. Et Lionel s'est effondré. Voilà. Moi, j'étais paniqué, vous comprenez? Et vous, vous êtes où, à ce moment-là, dans la voiture? Moi, je suis sur le siège arrière. Et Lionel Véronèse, ben, il est sur le siège passager. Et Michael est au volant. Et vous vous souvenez avec quelle main Michael Boeuf a tiré? Ben, de la main gauche. Oui, de la main gauche. Et voilà. Elle dit qu'après, ils sont rentrés à la maison de Saint-Baldoff, que son mari Philippe a découvert effaré le cadavre de Véronèse dans la voiture, et qu'il a accepté d'aller, avec Michael, se débarrasser du corps à Caril Rouet. Et Boeuf alors, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Est-ce qu'il reconnaît que c'est lui qui a tiré? Mais pas du tout. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. On est partis tous les deux, Nathalie et moi, voir Véronèse. Ça, c'est vrai. Elle voulait récupérer l'argent qu'il avait volé à son mari, et ça aussi, c'est vrai. Avant de partir, Philippe nous a donné un de ses pistolets. Un Glock, 9 mm. Je l'ai mis dans la boîte à gants. Et puis en chemin, Nathalie m'a dit « Donne-le-moi au cas où ». Alors je lui ai donné. On est arrivé au rendez-vous qu'on avait avec Lionel. Lionel est monté dans la voiture. Et je sais pas, moi, 50 secondes plus tard, Nathalie a sorti le pistolet et lui a tiré une balle dans la tête. Un scénario strictement opposé à celui de Nathalie Perrier. Vous noterez que ni l'un ni l'autre n'implique Philippe le mari. Il a peut-être fourni le pistolet 9 mm, mais ça n'est pas sûr. Il a participé à l'évacuation du cadavre vers le sud, ça c'est sûr. Mais ça n'est pas lui qui a tué. C'est forcément l'un des deux autres. Nathalie ou Michael. Pour trancher entre les deux, il y aurait bien une solution, la voiture. Le légiste dit que la balle a tué Lionel Véronèse en traversant son crâne de gauche à droite et d'avant en arrière. Nathalie Perrier était assise à l'arrière. Michael Boeuf était sur le siège conducteur et Lionel Véronèse sur le siège passager. Si on avait encore la voiture avec les impacts de balles dans l'habitacle, on pourrait retracer la trajectoire de la balle et sans doute répondre à la question. Mais la voiture, on ne l'a plus. Et donc, va falloir s'en passer. Et s'en remettre à des experts et à leurs suppositions. Qu'est-ce qui aurait pu l'amener à devenir un meurtrier? Eh bien, peut-être sa fascination pour Philippe Perrier. La vie de luxe qu'il lui offrait, les villas qu'il louait sur la Côte d'Azur, les quilles de Dom Pérignon, en veux-tu, en voilà. Donc Boeuf a pu tuer Lionel Véronèse par soumission à Philippe Perrier. Et elle, Nathalie, elle, c'est autre chose. Avant le meurtre, Nathalie est une bourgeoise qui s'ennuie. Son mari la délaisse, alors elle se lâche. Elle se remboîte, elle picole, et on voit ses jupes se raccourcir. La quadra bourgeoise se dévergonde. Et c'est dans une boîte de nuit qu'elle rencontre Lionel Véronèse, qui est le strict opposé de son mari Philippe. Philippe est bedonnant, Lionel a des tablettes de chocolat. Elle raconte que dès le premier soir, elle va lui tailler une turlute dans les WC de la boîte. Et donc au moment du meurtre, Nathalie Perrier a lâché la rampe. Voilà. Et quand elle révèle tout ça à son mari Philippe, elle s'en veut. Et donc pour laver son honneur et pour effacer le péché, elle tue son amant. Ça pourrait être le petit moteur de son crime. Philippe Perrier alors, quel a été son rôle exact?
Au bout de son enquête, le juge conclut qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il n'a aucune preuve que c'est lui qui a fourni le pistolet. Il n'a fait que transporter le cadavre et participer à la destruction immédiate de l'Apollo à la casse. Rien de plus. Et donc il a encore 3 ans de prison, grand maximum. Et ça, le neveu de Lionel Véronèse, ça lui reste en travers de la gorge. C'est des conneries tout ça. C'est lui qui a commandité le meurtre, bordel, parce que Lionel lui avait piqué sa femme, parce que Lionel la faisait grimper au rideau. C'est lui qui a tout manigancé. C'est lui qui a fourni l'arme. Et il va s'en tirer avec 3 ans de tôle, parce que c'est un notable, parce qu'il est intouchable. Bref, l'enquête conclut que le meurtrier est soit Michael Boeuf, soit Nathalie Perrier. Le juge organise une reconstitution sur place pour tenter d'y voir plus clair. Il les fait monter tous les deux dans une voiture du même modèle. Il leur fait refaire le parcours à partir du moment où Lionel Véronèse monte dans la voiture. Il leur demande à quel niveau ça s'est passé. Il désigne chacun un endroit différent. Ça s'est passé là, à ce niveau-là. Mais pas du tout. Ça s'est passé là-bas. Ils ne sont d'accord sur rien. Et notamment sur l'essentiel. C'est Nathalie qui a tiré, elle était sur le siège arrière, elle a sorti l'arme et elle a tiré. Mais pas du tout. C'est Michael qui a tiré pendant qu'il conduisait. Il a sorti le pistolet qu'il avait sous la cuisse et il lui a tiré une balle dans la tête. Bref, la reconstitution n'a servi à rien. Et pendant ce temps-là, les experts moulinent, médecins légistes plus balisticiens. À partir de la trajectoire de la balle dans le crâne, ils essayent de trancher, de dire si c'est lui ou si c'est elle. 2 équipes d'experts travaillent sur le dossier. Et elles sont chacune arrivées à une conclusion que je vais garder pour moi pour l'instant. Vous la découvrirez en temps utile. Ce procès en appel, à Grenoble, j'y étais de la première à la dernière minute. Nathalie a choisi pour avocat le ténor local, maître Ronald Gallo. Et Michael Boeuf a lui convaincu maître Jakubowicz d'assurer sa défense. Grosse pointure du barreau de Lyon, célèbre pour avoir défendu les victimes au procès Papon, Barbie et Touvier. J'en retiens 2 scènes qui, à mon avis, sont la clé du verdict. D'abord, le témoignage des fameux experts. 2 équipes, légistes plus balisticiens, qui ont travaillé en parallèle. Une équipe de Marseille et une autre de Lyon. Le duo marseillais planche le premier. Il est emmené par le docteur Perriche, qui se présente à la barre avec le bédard qui lui pend sur les fesses. On dirait qu'il s'est coiffé avec la poignée de la porte. La victime a été tuée à Abu Toucham. Et dans ces conditions, Michael Boeuf, qui conduisait, ne pouvait pas en même temps tirer à Abu Toucham, alors que Nathalie Perrier, qui est gauchère, qui se trouvait à l'arrière, pouvait tirer à Abu Toucham sur la victime. Et donc pour nous, c'est elle qui a tiré. Très bien. Et les Lyonnais, alors? Le duo venu de Lyon est emmené par le docteur Miras. Costume, cravate, raide comme un piquet, le strict opposé de son collègue marseillais. Et pas que sur le physique. Nous ne savons pas quelle était la position de la victime dans la voiture. Et bien sûr, la position de sa tête. Est-ce qu'elle était tournée à gauche? Est-ce qu'elle était tournée à droite? Est-ce qu'elle était proche du pare-brise? Ou de la portière droite? Ou du conducteur? On n'en sait rien. Et donc, nous ne pouvons pas conclure. Deuxième temps fort, le face-à-face entre les deux. Il intervient enfin dans les dernières heures du procès. Et c'est Nathalie Perrier qui commence. « Regarde-moi dans les yeux, Michael. Soulage ta conscience, putain, dis-leur que c'est toi. Dis-leur que c'est toi. » Et elle s'écroule en larmes. Il est tard, l'audience est suspendue. Boeuf lui répond le lendemain, même larmes, même émotion. Il y avait tout qui était bien dans ma vie. Elle m'a bousillé ma vie, cette folle. Les Perrier m'ont tout pris. Ils m'ont anéanti. Je sais plus quoi vous dire pour que vous me croyiez. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi.
Ils s'accusent l'un l'autre, les jurés tranchent. C'est Nathalie Perrier qui a tué. Elle reprend 20 ans. Et Michael Boeuf est condamné pour complicité à 6 ans, 2 ans de moins que la première fois. Voilà donc pour cette histoire que je vais débriefer maintenant avec vous, maître Alain Jakubowicz du barreau de Lyon. Vous étiez dans ce dossier, donc l'avocat de Michael Boeuf. D'abord, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette histoire de corne-cul? Parce que vous êtes ce qu'on appelle un grand avocat, vous avez un très gros cabinet à Lyon, vous faites du droit des affaires, c'est très lucratif, vous avez été partie civile, je l'ai rappelé, au procès Papon, Touvier et Barbie, ça vous a rendu célèbre, et là, on vous retrouve à Chambéry pour défendre Michael Boeuf pendant 7 jours. Pourquoi? Mais je l'ai toujours fait. En réalité, c'est peut-être la face obscure de ma longue carrière désormais. J'ai toujours pensé qu'un avocat, pour être pleinement avocat, il fallait qu'il aille devant la cour d'assises. Et j'ai eu cette chance dans ma carrière d'aller 2 fois par an. En général, pas plus, parce que je ne suis pas un avocat pénaliste, je ne parcours pas les cours d'assises, mais 2 fois par an, je vais me ressourcer. Et chaque fois qu'un dossier se présente à moi et qu'il est intéressant, eh bien j'y vais. Et là, c'était un dossier passionnant humainement. C'était la Madame Bovary, d'une certaine façon, de Chambéry. L'histoire est extraordinaire, vous la racontez merveilleusement bien. Il y a des choses que vous n'avez pas pu raconter, bien sûr, dans ces quelques minutes, mais humainement, c'est une affaire extraordinaire. Et honnêtement, je pense, dès le départ, le péché de l'avocat, qu'effectivement, lorsque je ne suis pas l'avocat de Michael Boeuf en première instance, lorsqu'il est condamné pour complicité. Et évidemment, le défi, c'est cette confrontation dont vous parlez, ce moment terrible de la justice, de l'oralité des débats, de toute l'humanité d'une cour d'assises. C'est vous qui me poussez à faire ce numéro? Non, c'est pas un numéro. Vous savez, Michael Boeuf est un homme très en dedans. Il n'est pas du tout, contrairement à Madame Michelier, Madame Perrier, qui elle parle beaucoup, lui, il intériorise tout. Et effectivement, c'est elle qui est allée le chercher, en l'accusant, en l'agressant, en l'insultant. Et lui, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et effectivement, il a cette réponse, d'ailleurs, qui n'est pas convaincante en soi. C'est vrai que ça ressemble à quelque chose qui est fin, mais moi, le connaissant, c'était totalement sincère. Et c'est vrai que c'est un moment extrêmement fort, et c'est ça, les assises. C'est ça, les assises. C'est ces moments-là. Alors, j'ai parlé de votre plaidoirie, ensuite on évoquera les faits. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, pour cette petite affaire, on a l'impression que vous jouez votre peau. Mais un avocat joue sa peau chaque fois qu'il plaide, et pas seulement aux assises. En tout cas, c'est ma conception de ma profession. Et c'est ça qui est singulier peut-être dans ma carrière. Vous le disiez, je suis un avocat d'affaires. Quand je plaide devant un tribunal de commerce, devant une cour d'appel, et même en arbitrage, moi, on m'arrive souvent, on me dit, mais enfin, maître, vous n'êtes pas devant la cour d'assises. Si, je suis devant la cour d'assises. Je suis devant la cour d'assises parce que un homme ou une femme m'a confié la défense de ses intérêts. À l'image du chirurgien à qui une personne qui doit être opérée confie sa vie. Ils m'ont confié ce qu'il y a de plus cher. Et bien sûr que on y va avec les tripes. Et dans ce dossier en particulier, je suis convaincu de son innocence. Et c'est terrible, parce que c'est une sorte de pile ou face. Oui. C'est lui ou elle, elle ou lui. Ça peut pas être les deux. La cour d'assises de première instance s'est totalement trompée. Ça peut pas être les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Eh bien, pour moi, c'est l'autre et c'est pas l'un. Et évidemment, je mets mes tripes sur la table, bien sûr. Chaque fois que je plaide, et vous voyez que des années plus tard, devant vous encore, j'ai cette conviction qui est chevillée au corps. Vous n'avez pas dormi la veille? Le vieux Grigou n'a pas dormi la veille, c'est vrai? Alors, j'ai passé la nuit dans une chambre d'hôtel, à préparer ma plaidoirie, parce que le propre des assises, c'est ça qui est merveilleux. La plaidoirie n'est jamais prête avant la dernière minute. Et je plaide le lendemain matin, c'est un samedi matin, le vendredi soir, suspension. Je passe la nuit à l'hôtel, je prépare ma plaidoirie à 2h du matin. Je balance tout, je jette tout. C'est pas bon, j'y suis pas. Et moi, je suis un homme qui a besoin de sommeil. Donc je dors, je me réveille à 7h du matin. J'ai dormi 3h, 4h, 5h. Je me mets devant ma feuille et ça coule. Et je me suis dit, je vais le faire acquitter. Vous êtes d'accord avec moi, Alain, pour dire que la clé de ce procès, ce sont ces expertises? Les expertises de ces 2 duos de légistes, balisticiens. Est-ce que il est bien sérieux de tirer des plans sur la comète à partir de suppositions
et d'hypothèses, parce qu'ils n'ont rien de plus. Et c'est ce que font les experts de Marseille quand ils désignent Nathalie Perrier. Non, c'est pas entièrement vrai, parce que ces conclusions, il faut les confronter à l'analyse des faits. D'abord, pour moi, il y a un personnage central dans cette affaire, c'est Perrier. Philippe Perrier. Philippe Perrier, le mari. C'est lui le Deus ex machina. À votre avis, c'est lui. Mais c'est une évidence, c'est un truisme. À qui profite le crime? D'abord, c'est un homme cupide. Il en veut autant à sa femme de lui avoir fait voler 25 000 € que de l'avoir trompé. Et prenez bien, cette affaire se déroule en 2 temps. Le premier temps, effectivement, dans cette voiture, mais ce que vous avez oublié de dire, parce que vous ne pouvez pas dire, c'est que tout ça a été fomenté la veille au cours d'un dîner chez les Perrier. Le couple que forment Boeuf et Alexandra dîne chez les Perrier ce soir-là. Et c'est là qu'on dit, on va appeler Véronèse pour lui donner rendez-vous, etc. Et Monsieur Perrier veut y aller, finalement, c'est sa femme qui y va. Elle insiste fortement. Je vais y aller moi-même. Elle veut y aller elle-même. Je vais m'occuper du problème Et moi-même. lorsqu'ils partent, et là il y a un témoin clé, malheureusement, qui est l'enfant des Perrier, qui voit son père remettre l'arme à Michael Boeuf. Donc là, il est, lui, au centre de tout ça. Il dit, je suis au courant de rien. Finalement, ils reviennent, le couple revient avec le malheureux Véronèse qui est mort dans le véhicule. Que fait Perrier si ce qu'il dit est vrai? Je suis stupéfait, jamais il aurait dû mourir, ma femme n'y est pour rien, c'est ce salaud de Boeuf qui m'a trahi. J'appelle les flics. Et je dis, mais ce fou de Boeuf, à qui j'ai rien demandé, alors évidemment, il faudra que j'explique l'histoire de l'arme, mais enfin, il y a moindre mal, c'est pas du tout ce qu'il fait. C'est lui qui imagine d'aller dans le sud, à Marseille, en se disant, comme vous le dites admirablement dans votre narration, à Marseille, on prendra ça pour un règlement de compte. C'est 2 pieds nickelés qui vont à Marseille. 2 pieds nickelés qui mettent le feu à ce malheureux Véronèse au bord de l'autoroute, on voit le feu, on sent tout. Enfin bon, c'est une histoire rocambolesque. La famille de Lionel Véronèse est comme vous sur un point. Elle pense que Philippe Perrier a manigancé tout ça. En revanche, elle considère que c'est Boeuf, le bras armé de Philippe Perrier. Mais je pense qu'il se trompe, et d'ailleurs la justice, c'est ce qu'elle a dit. Alors, je reviens quand même aux conclusions. On sait que c'est à bout touchant, ça c'est objectif. Oui. L'autopsie le détermine. Il faut se mettre dans la scène. On est dans une Polo, qui est relativement petite véhicule, lui conduit. Il y a un autre élément qui est très important, c'est l'endroit où ça se situe. Il est tué, le malheureux Véronèse, quelques minutes après qu'il monte dans la voiture. 50 secondes exactement. Et la route est extrêmement sinueuse. Oui. Ce sont des virages carrément en S, qui sont très serrés. Attention, on est à Chambéry, on n'est pas au centre de Paris, en périphérie. Donc, on a refait le chemin. Il lui faut presque les 2 mains sur le volant tout le temps. Absolument. Le bout touchant n'est pas possible. Et surtout avec la main gauche. Surtout avec la main gauche. Et ça, les experts l'ont également dit. Il y a des circonstances de fait qui déterminent tout cela. Oui, mais les Lyonnais disent, on ne sait pas dans quelle position était la tête, on ne sait pas s'il était à gauche, à droite, s'il a tourné la tête ou pas. On a un collège d'experts qui est formel, et on a un collège d'experts qui doute. C'est tout. Mais qui ne dit pas le contraire du premier, qui dit, voilà, ça peut changer en fonction de la position de la tête de la victime. Mais ce n'est pas sur ces éléments-là, comme j'ai la feuille de motivation de la cour d'assises, puisque comme vous le savez, et vos auditeurs doivent le savoir, aujourd'hui une cour d'assises doit motiver sa décision, c'est pas sur les conclusions des experts, que c'est l'ensemble des éléments. C'est l'intime conviction. Moi j'ai le sentiment que c'est ça qui a fait basculer l'expert. Le plaidoirie des avocats. Ouais, je crois. Le moteur du crime commis par Nathalie Perrier, qu'est-ce qui fait que cette femme, qui n'a pas du tout le profil d'une tueuse, qui est une petite bourgeoise de province... Personne dans cette affaire n'a le profil. Casier judiciaire vierge pour tout le monde. Je l'ai pas dit, mais elle est soignante à mi-temps, elle n'a pas besoin d'argent, mais elle fait ça parce que son métier lui plaît, etc. Comment ça se fait qu'elle se retrouve à tuer son amant? C'est horrible. C'est une mauvaise crise de la quarantaine. Enfin, ce dossier, il est terrible. Et moi cette femme, elle m'a hanté ce qu'elle est devenue. Cette femme de bourgeois, de la bonne société de Chambéry, qui compare sa taille à celle de sa fille de 16 ans, qui se glorifie de pouvoir rentrer dans ses jeans, qui avec ses copines voit en boîte de nuit, qui s'encanaille. Vous parliez tout à l'heure de cette fellation qu'elle va pratiquer sur Véronèse. Elle est sous le charme, elle croit qu'elle va partir avec lui. Elle s'est raconté une histoire de midinette. C'est incroyable. Cette fellation,
Elle la pratique alors que sa fille est en train de danser avec ses copains à l'étage du dessus, dans les vestiaires de la boîte de nuit. C'est terrifiant ce qu'est devenue cette femme. Terrifiant. Et c'est elle, en réalité, qui propose à Véronèse les 25 000 €. Ce cambriolage, c'est elle qui en a l'idée. Parce que Véronèse a besoin d'argent. Lui, bon écoutez, c'est le bon coup pour lui. Cette jeune femme, cette femme qui est un petit peu plus âgée que lui, est une femme très agréable, une jolie femme, une petite bourgeoise. Pour lui, c'est à son tableau de chasse, c'est extraordinaire. Et en plus, il peut en tirer de l'argent. Donc voilà toute l'histoire. Et c'est la déchéance de cette femme. Et puis, le comportement surréaliste du mari, quoi. C'est terrible. Lui, il pense qu'à son honneur et à l'honneur de sa famille. Sa femme, il s'en fout. Moi, ce qui m'a marqué dans ce procès, c'est 2 choses. C'est l'attitude du mari à l'égard de sa femme au cours de ce procès. C'était terrible. Il la regarde pas. C'est horrible. Quand il vient témoigner, parce qu'il vient comme témoin, c'est terrible. Il ne la regarde Il la répudie. Lui et sa famille. Et puis, un moment, je ne sais pas si vous en avez le souvenir, puisque moi, je suis intervenu, on avait fait citer les enfants en qualité de témoins. Moi, ça m'a déchiré. D'ailleurs, j'ai refusé de poser des questions aux enfants. Pourtant, ils étaient au centre de tout ça, puisque le petit garçon a vu la remise de l'arme. Mais pour moi, ça marque l'interdit. On ne fait pas venir des enfants au procès de leur mère en qualité de témoin. C'est pas possible. Et ces enfants avaient été manipulés par la famille paternelle. Pas un regard pour leur mère. Pas un regard pour leur mère. C'est un dossier dans le dossier, ça. C'est absolument terrifiant. C'est un dossier qui m'a marqué profondément. L'idée développée par Julien Véronèse, le neveu de Lionel Véronèse, qui est celui qui a mené le combat pour toute la famille, que Philippe Perrier a été épargné parce que c'est un notable. Vous y croyez, vous ? Non, j'y crois pas. Vous savez, moi, si je croyais à ce genre de choses, je prends ma robe et je la remise. C'est pas possible. On peut pas croire à ça. En tout cas, moi, je ne peux pas me faire à ça. Alors qu'il y a un traitement qui peut être différent, garde à vue, des choses comme ça. C'est possible, mais on blanchit pas un homme parce qu'il est un notable. C'est pas vrai. D'ailleurs, l'histoire la plus récente de notre activité judiciaire montre que les notables sont pas à l'affaire. Les notables sont loin d'être tirés d'affaire. Non, je ne crois pas à ça, mais je crois effectivement que le juge d'instruction, disons, a été, on va dire, relativement bienveillant à l'égard de Monsieur Perrier, qui, pour moi, est le Deus ex machina de cette terrible affaire. Le processus d'identification qui fait le sel de cette affaire, c'est évidemment la question que du coup, on peut tous se poser, puisque Nathalie Perrier est une femme ordinaire qui n'a rien fomenté, ça se passe vite, ça se passe sur un coup de folie, c'est ça qui fait le sel de cette histoire, on est d'accord ? C'est ce qui fait le sel des procès d'assises. Est-ce que moi, je pourrais ? Écoutez, quand des digues sautent, oui. Bien sûr, on est tous capables de tuer, de commettre les choses les plus heureuses, mais on a, et ça les psychiatres l'expliquent très bien, c'est la seule chose qu'ils expliquent très bien d'ailleurs, c'est qu'effectivement, on a des digues, et on a notre éducation, notre morale, et à certains moments de la vie, et c'est pour ça que je dis que personne n'est à l'abri de cela. Des circonstances liées à la maladie, liées à des problèmes, tout homme peut avoir à un moment les digues qui sautent, le pétage de plomb. Et je crois qu'effectivement, en fonction de la structuration, il y a évidemment des êtres qui sont plus sensibles que d'autres, il peut y avoir des pathologies qui ne sont pas connues, mais personne n'est à l'abri de ça. C'est pas vrai. Et c'est même ça vous. Qui était... Écoutez, sans doute, oui, bien sûr, pourquoi pas. Pas oui. moi, en tout cas. Moi, je vous dirais pas moi. Bien sûr que je vous dirais pas moi. Quand je dis pas moi, je ne suis pas à l'abri non plus, c'est ça que je veux dire. Personne. Moi, je pense que personne n'est à l'abri. Je vous remercie beaucoup, Alain Jakubowicz, d'être venu débriefer cette histoire. On de la raconte, des dizaines d'histoires à écouter sur votre application de podcast.